Bonjour à tous. Est-ce que vous aussi, vous pensez comme moi que le respect, c'est la valeur suprême pour vivre dans un monde meilleur? Pour moi, c'est la valeur fondamentale. C'est le respect qui fait la différence entre une planète où chaque être vivant est considéré et le monde dans lequel on vit. La fille de ma voisine, Lucille, elle, a- elle souffre de pneumonie et de bronchite chronique parce qu'elle habite dans une passoire thermique où il fait froid et humide et que le proprio, il veut pas faire les travaux. Jean-Marc, il habite Pierre-Bénite. À côté de chez lui, il y a des usines polluantes. On lui a annoncé il y a un an qu'il avait un cancer. Et depuis, il se bat contre la maladie et pour faire reconnaître la toxicité des substances qui atterrissent dans son jardin. Christophe, un cousin, il aurait 50 ans aujourd'hui. Il est mort fauché sur son vélo par une voiture parce que la route n'était pas sécurisée. Dans mon village familial, il y a un abattoir. 500 cochons sont exterminés chaque jour. Et les voisins, ils n'arrivent pas à dormir le matin parce qu'ils sont réveillés par les cris des porcs qui hurlent dans les camions. Il y a tous ces cas de figure. Tous ces cas, ils existent parce qu'il y a des gens qui apportent plus de valeur à l'argent qu'au respect de la vie. Et j'ai l'impression qu'ils pourraient faire ça jusqu'à la destruction complète des conditions d'existence sur Terre. Et ça me fait vraiment flipper. Mais avec ce TEDx, je vais vous partager comment j'ai expérimenté une méthode qui permet de transformer mes peurs sur l'avenir de la planète et mes colères sur l'état actuel du monde en une capacité effective à le transformer. Moi, je suis fils de paysan. J'ai grandi au nord de l'Ardèche et on va pas se mentir, j'ai une scolarité peu glorieuse. Du coup, ça m'a conduit à devenir ouvrier et travailler dans les usines du coin. Un soir, je rentre de l'usine et je regarde la télé avec mon frère et on regardait une émission qui s'appelait Nulle part ailleurs. L'invité, c'était l'écrivain Bernard Werber. Du coup, il nous parlait de son dernier bouquin, L'Empire des anges, et là, j'étais fasciné. Et j'ai eu le désir ardent le lendemain d'aller à la bibliothèque pour commander son bouquin. Lire ce livre et lire des livres, ça m'a rapproché de personnes qui faisaient des études. Et ça m'a refait reprendre les études. Et ça m'a fait devenir ingénieur spécialisé en organisation industrielle. Mon métier d'organisateur industriel, c'était quoi? En fait, j'appliquais une approche scientifique pour accélérer la production. Mais malgré la stimulation intellectuelle du métier et l'ascension sociale que ça avait généré, j'arrivais plus à être heureux. À être heureux de produire des systèmes de ventilation, des pipelines, des canettes de soda ou des pièces pour l'automobile. En fait, avec la conscience de la destruction du vivant en cours, j'avais un dilemme qui me dévorait. J'avais trop besoin que la valeur de respect des autres et de la vie et ce que je faisais dans le monde, ça soit en harmonie. Mais le truc, c'est que je ne me retrouvais pas dans les associations de conscientisation écologique. Ce qu'on y trouvait, ça me paraissait trop individuel. Et ça me semblait pas assez à la hauteur du défi écologique. Et là, je repense à mon pote Adrien, qui lui s'est spécialisé dans une méthode qui s'appelle le community organizing. Et on boit un verre ensemble un soir et il me dit, avec cette méthode, en fait, tu peux donner du pouvoir aux gens. Donc si tu vas à la rencontre des locataires de logements mal isolés, avec cette démarche, ils pourraient obtenir des travaux de rénovation énergétique et ça réduirait les factures et la pollution liée au chauffage. Du coup, là, je suis allé à côté de chez moi, à Villeurbanne, rencontrer les habitants d'un quartier populaire, le quartier Jacques Monod. Là, j'ai rencontré Ayette, Nawel, Karim, Aurore, Boussif, qui n'en peuvent plus de vivre dans des logements mal isolés. À cause du froid et de l'humidité, les enfants tombent malades, il y a des moisissures et de grosses difficultés à payer les factures de chauffage. Alors je me suis dit que si je voulais les aider, il fallait vraiment que j'apprenne cette méthode. Le community organizing,
c'est en fait une ingénierie de l'organisation collective pour la transformation écologique. J'ai pu l'apprendre de personnes comme Adrien, qui ont ramené ça des États-Unis, du Canada, d'Angleterre, où c'est plus répandu. Le fondateur de cette méthode, il s'appelle Solalinsky. Il a étudié dans les années 1930 à l'école sociologique de Chicago. L'œuvre de sa vie, ça a été de prendre ce qui marchait bien dans les usines pour l'apporter aux habitants des quartiers populaires pour qu'ils améliorent aussi leurs conditions de vie chez eux. Du coup, j'ai appris cette méthode en lisant et en formant auprès d'Adrien et d'autres personnes. Mon parcours d'ingénieur, il m'avait appris l'ingénierie technique, la physique, l'électronique, la mécanique. Là, j'ai appris la sociologie, la psychologie et la science politique. Alors, je suis retourné dans le quartier Jacques Monod, quartier populaire, où j'ai essayé de mettre les gens en mouvement. En psychosociologie, on apprend que la raison pour laquelle les gens ne bougent pas face à une injustice, c'est en premier lieu à cause de l'impuissance apprise. En fait, on nous apprend tout petit à accepter l'inacceptable. On s'habitue à vivre avec des chaînes, même si en vrai, elles n'existent pas. En fait, elles n'existent que dans notre tête. Pour déconstruire ça, on utilise une méthode qui s'appelle le rap d'engagement. Le truc, c'est d'aller faire du porte-à-porte en posant 6 questions et aider à franchir 6 étapes aux gens. Et pour ça, en gros, toute la dynamique, elle repose sur une émotion fondamentale qui est la colère. Et du coup, on va aller la légitimer. On commence comme ça, on dit il y a pas mal de voisins qui se plaignent du froid, des moisissures, des factures. Vous, c'est quoi qui vous met en colère ici? Et là, ce qui m'a marqué au début, c'est que les gens se mettaient vraiment en colère à cause de leur logement. Du coup, à partir de cette colère, on va faire imaginer ensuite une envie de changement pour projeter sur une solution possible. Donc là, on pose la question, et c'est quoi que vous voudriez à la place? Là, les gens ils disaient, on veut des travaux de rénovation. Ensuite, à partir de ça, on va polariser la demande de travaux vers la bonne personne. Et on demande, c'est qui décide? Et face à ce décideur, ici le propriétaire, il nous faut l'imaginaire du pouvoir du nombre. On pose alors la question, et il y a qui d'autre de concerné ici? Et là, les gens répondaient, tous les voisins. Tous les voisins, ils sont dans la même merde en fait. Là, une fois qu'on a identifié les gens, il faut un plan crédible pour gagner. Et du coup, on pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les voisins pour pousser le propriétaire à faire des travaux de rénovation? Là, pour affiner la vision, on donne un exemple de ce qui a bien marché ailleurs. Ici, la personne est souvent convaincue. Et on pose alors la dernière question, ok, tu serais partant toi pour faire ça et rejoindre le syndicat pour mieux vous faire respecter? La plupart du temps, là, les gens s'engagent et certains prennent la responsabilité dans le syndicat. En fait, il faut comprendre ici l'usage du mot syndicat comme son étymologie l'indique. Syn, ça veut dire ensemble, et dika, c'est la justice. Le syndicalisme, c'est se mettre ensemble pour combattre les injustices. Après le porte-à-porte, en fait, on a des personnes qui commencent à se mobiliser et on fait des réunions d'appartements et des assemblées. Au quartier Jacques Monod, en s'appuyant sur les leaders respectés du quartier, il y a 60 familles qui se réunissent à la salle commune. Là, je présente les 4 marches du pouvoir citoyen qui résument l'approche de Solalinsky. En fait, au début, on commence par s'organiser ensemble. On fait des assemblées comme aujourd'hui. C'est là qu'on va produire une demande concrète, collective. Cette demande, on va l'adresser à un décideur. Et si le décideur ne veut pas nous recevoir, on mène une action non violente ou des actions non violentes pour arriver à avoir des négociations. Là, tout le monde adhère à l'idée. À la fin de l'assemblée, il y a Aurore. Son fils, il a 2 ans, il est asthmatique. Ça fait 8 mois qu'elle attend la réparation de la fenêtre de sa chambre. Et devant tout le monde, là, elle se met en pleurs et en colère. Elle implore les autres d'agir au plus vite, tellement elle n'en peut plus. Et puis là, il y a Boussif, qui avait vu des journalistes avant et des militants écologistes, et qui dit oui, puis en fait, on ne se bat pas que pour nous, on se bat aussi pour la planète. Et là, je me dis, à ce moment,
fait, Jacques Monod, ça s'inscrit dans l'histoire de l'écosyndicalisme. L'écosyndicalisme, on peut le faire remonter à Chico Mendes, qui a été le premier écosyndicaliste en Amazonie. Là, c'était un travailleur de la forêt qui, dans les années 60, s'est organisé avec les autres travailleurs pour faire face aux éleveurs bovins. En fait, des riches propriétaires qui achetaient les terres pour déforester et étendre leurs exploitations de viande. C'est lui le premier qui a dit, au début, je me battais pour moi et ma famille, puis pour tous les habitants de la forêt. Et en fait, je me suis aperçu que je me battais pour toute la planète. Une autre personne qui permet de bien comprendre tout le potentiel de la démarche, c'est Mancur Olson. Donc là, on est dans un autre milieu, c'est un économiste. Il a dit « Les mesures politiques les plus difficiles à mettre en œuvre sont celles qui présentent des bénéfices diffus pour beaucoup et des coûts concentrés sur quelques-uns. » En fait, l'inaction écologique des États s'explique par la résistance des intérêts concentrés, comme ceux des grands propriétaires ou des industriels. Pour eux, en fait, la transition écologique, elle est trop coûteuse. Ils ne la veulent pas et ça bloque la transition écologique. Une solution face à l'impasse, c'est de contrebalancer ça en donnant du pouvoir aux personnes qui ont, elles, des bénéfices concentrés, c'est-à-dire les communautés d'intérêt écologique. Plein de communautés peuvent accélérer la transformation écologique si elles gagnent des victoires. Par exemple, les riverains d'industries polluantes, les travailleurs agricoles, les usagers des transports en commun, les cyclistes, ou comme au quartier Jacques Monod, les habitants ou les locataires de passoires thermiques. Là, nous promenons un moment auprès d'Ayette, Aurore, Boussif et des familles du quartier. Là, il faut imaginer 40 familles débarquées un matin devant la régie pour improviser une cérémonie d'inauguration des travaux qui ne sont jamais venus. Elles ont obtenu ce jour-là du propriétaire des premiers engagements. Elles ont continué à mener des négociations et des actions, à renforcer leur rang, à faire venir la presse. Et tout ça, en fait, ça a permis aux familles du quartier d'obtenir des travaux de rénovation qui soient revus à la hausse, lancés et bien menés. Si toutes les communautés d'intérêt s'organisaient comme ces familles, on pourrait imaginer sortir du statu quo politique sur l'écologie. Plus les éco-syndicats seront organisés, et plus leur force de pression sur les autorités publiques pèseront, et plus le déséquilibre des forces sociales se corrigera. On pourrait ainsi espérer progressivement atteindre une transformation écologique qui soit à la hauteur de la sauvegarde du climat et du respect de la vie. Pour aller vers ça, en fait, il y a besoin de 2 ingrédients. La passion et la science. En fait, on est de plus en plus nombreux à partager les 3 sources de la passion écologiste. Ce qu'il nous faut de peur face à la violence et à la destruction du vivant. Ce qu'il nous faut de colère pour se confronter au déséquilibre des forces. Et surtout, ce qu'il nous faut d'amour pour la vie. Quand j'ai ça, quand j'aime très fort la vie, je me mets en mouvement pour elle. Et je fais de mon mieux pour la libérer, la protéger, en prendre soin. Et c'est dans ce mouvement qu'il nous faut le 2e ingrédient, la science. Il y a 3 connaissances qui participent de la science éco-syndicale. Premièrement, il faut une cartographie des communautés d'intérêt pour savoir où aller, où gagner. Puis, la science de l'organisation collective, pour agir le plus ensemble possible. Et enfin, la science de la transformation institutionnelle, pour savoir comment gagner. Alors, si comme moi, tu veux agir passionnément et scientifiquement, viens apprendre avec moi le community organizing, l'organisation des communautés d'intérêt pour la transformation écologique. Avec cette méthode, on sera capable ensemble de faire lutte commune avec les habitants des quartiers, avec les cyclistes, avec les habitants des campagnes intoxiquées par les pesticides. Ensemble, on va dépasser notre peur. On va faire un monde meilleur. Merci.